Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Habari un designer camerounais qui est entré dans le cercle très fermé de la haute couture. Designer, mais aussi danseur et mannequin. Il s'appelle Iman Aïssi. Il est né d'une mère mannequin qui a été élue Miss Cameroun en 1960 et d'un père champion de boxe. Il grandit dans une famille d'artistes et de sportifs et il s'initie très jeune à la danse. En 1992, il accompagne même Yannick Noah pour sa tournée européenne Saga Africa. On le retrouve tout de suite. Iman Aïssi, bonjour et bienvenue dans Habari. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Une émission destinée aujourd'hui à la mode et plus précisément à la haute couture, puisque les défilés viennent de s'achever au mois de janvier et vous en étiez. Alors comment avez-vous fait pour rentrer dans le cercle très fermé de la haute couture? Alors ça fait très longtemps que je travaille à Paris, que j'ai créé les vêtements. J'ai commencé par défiler en off. Qu'est-ce que c'est un défilé en off? En off, donc on n'est pas dans le calendrier, mais on présente quand même pendant la saison de la haute couture. Donc je l'ai fait pendant très longtemps. Et je tiens à dire que... très longtemps. Comment vous avez mis le premier pied dans la couture? C'est quand vous étiez mannequin chez Givenchy, chez Yves Saint Laurent, ça vous a donné l'envie d'être à votre tour designer? Je pourrais même dire, j'ai commencé à dessiner très tôt, étant enfant. J'ai défait les robes de ma maman pour voir comment c'était fait à l'intérieur et pour refaire. Parfois, j'ai raté et j'ai reçu les petites punitions pour ça. Et après, elle a fini par me confier certaines robes pour leur redonner une seconde vie. Donc, je vois que c'est un tout. L'Afrique aussi, c'est un théâtre des belles choses. Donc, tout ça, ça m'a attiré et je faisais la couture pour la famille. Ma sœur qui est chanteuse, Chantal ici, les cousines, tout ça. Et, vous avez fait confectionner leurs robes? Oui, confectionner les robes. Donc, quand j'arrive à Paris, je voulais faire... j'étais arrivé pour la danse. Donc, j'étais danseur et mannequin. Et j'avais jamais arrêté de coudre. Hein. J'ai cousé les trucs que je faisais. À la main, vous aviez déjà une machine à coudre? Vous avez tout fait à la main et il y avait une machine ménagère. Quand est-ce que vous avez eu votre première machine à coudre? J'ai commencé d'abord à coudre avec la vieille machine de ma grand-mère au Cameroun. Des vieilles singères de l'époque à manivelle avec le truc qui tourne. Ah oui. Et ici, quand j'étais arrivé ici, je m'étais acheté une machine maison. Et donc j'ai été mannequin pour les grandes maisons, beaucoup de photos, campagnes publicitaires et catalogues. Et cette fois-ci, il m'a dit, moi aussi, je vais faire comme les autres, je vais faire comme Saint Laurent, comme Dior, et l'en veut. Les kilomètres de tissus, les volumes, les longueurs. Et des belles choses, quoi. Et puis je vais habiller les sublimes mannequins. Et donc, j'ai fait mon premier défilé, j'invite tout le monde, et puis tout le monde vient, on applaudit, et c'était des robes à pois, et puis à la fin, il y avait la pois du début à la fin. Les gens étaient sortis, ils avaient des yeux qui clignotaient des pois. Et on m'a applaudi, pas parce qu'il était talentueux, parce que c'était drôle. Et puis après, rendez-vous la prochaine saison. Encore un petit mannequin qui se lève pour faire la couture. Et depuis 1993, je n'ai jamais raté des saisons. Jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, comment vous êtes rentré dans la haute couture? Parce que la haute couture, aujourd'hui, tout le monde ne peut pas y entrer. Alors, comment décrivez-nous un petit peu votre parcours du combattant pour y arriver? Alors, j'ai été très régulier, je veux dire. J'avais remarqué qu'à Paris, il y a beaucoup de créateurs, mais qui ne savent pas comment faire pour présenter à Paris. Donc, les créateurs afro sont absents, très souvent absents pour les shows au bon rendez-vous pendant les saisons. Donc moi, je m'étais dit, je veux commencer à présenter et puis je verrai. Je n'étais pas sûr que ça devrait marcher parce que s'attaquer à ça, c'est quand même un gros truc. Énorme. Après ça, il n'y a rien, c'est le plafond. Donc, et je rencontre Jean-Marc Chauve, qui est un historien de la mode et professeur en même temps, qui travaille pour l'IFM, l'Institut français de la mode. Il avait vu mon travail et tout, il avait dit... moi, je vous conseille de commencer à postuler pour le calendrier officiel de la haute couture. Donc, vous pensez que ça peut le faire? Essayez. Donc, j'ai essayé 2 fois. La 3e fois, ça a marché. Mais ça a été vite. Ah ouais. Et quand ils m'ont annoncé ça, j'ai pas cru. Ils m'étaient dit, ils se sont trompés. Ça ne peut pas être moi. J'ai mis une semaine. Vous avez reçu un courrier, un coup de fil? Comment ça s'est passé? Un coup de fil. Et je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai répondu une semaine après.
Et là, j'ai revu le film de ma vie, toutes les souffrances que j'ai eues, toutes les galères, et ceci, c'est là. C'est incroyable. Et dit, c'est vrai que je vais entrer dans cette cour, la grande messe du luxe. Hein. Et c'était bien ça. Et j'ai été très bien accueilli par la presse internationale. Parce que quand c'est comme ça, le calendrier me mise annonce le truc. Donc c'est toute la presse qui bouge. Alors, dans mon petit atelier, j'avais le Vogue international, il y avait tout le monde. J'ai même commencé à refuser certaines fois parce qu'il fallait que je bosse quand même. Et le jour J, tout le monde était là, tout Paris. Et c'était très fort, beaucoup d'émotions. Et là, je me suis rendu compte que c'était une page de l'histoire qui était en train de s'écrire. Pour la première fois, un Africain sous-saharien entre dans ce domaine-là, parce qu'il n'y avait jamais eu. Donc, je ne m'étais même pas rendu compte de ça. Alors, on va regarder quelques images de votre dernier défilé, donc dernier défilé haute couture, qui était donc au mois de janvier à Paris. C'est parti. Alors, ces images, qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce défilé? Quelle était la thématique de 2022? Alors la thématique, ça s'appelle Foufoulou, parce que toutes mes collections, ça marche par... j'adore les choses thématiques, raconter des histoires. Donc quand j'ai fait une collection, il y a une petite histoire qui va avec. Ça me permet aussi d'amener les gens dans un petit voyage quelque part dans le monde. On va découvrir les tissus. Comme je milite aussi, il y a pas mal de tissus, le vrai textile africain. Et c'est question d'identité. Hein. Donc il y a beaucoup de tissus africains que je mélange avec d'autres tissus. Donc cette fois-ci, Foufoulou, en langue béti, ça veut dire on mélange et on est ensemble. Et pourquoi? Parce qu'on vient de passer 2 ans. Le monde entier était cloué par rapport à la pandémie. Pour vous, c'est quoi l'identité du tissu africain? L'identité, je crois que chaque chose, dans cette vie, chaque chose a besoin d'avoir des repères, l'identité, et comme ça, on s'y connaît mieux. C'est aussi la fierté, le savoir-faire d'un pays, le savoir-faire d'un peuple. Et donc, le Cameroun, l'Afrique, ce n'est pas un pays. L'Afrique, il y a beaucoup de pays avec différentes cultures. Et toutes ces cultures-là, tous ces peuples-là, ils ont leur savoir-faire au niveau du textile. Beaucoup de choses se sont perdues, beaucoup de choses sont en voie de disparition. Ce qui reste, il faut absolument le garder et le promouvoir aussi pour que le monde puisse découvrir ça. L'Afrique mérite ça. Mais pour vous, c'est quoi l'identité du tissu camerounais, l'identité de la mode camerounaise? Je dirais on a les raffias.
qu'on peut utiliser dans différentes formes. Moi, je les utilise, on peut faire du crochet pour faire les robes du soir. Je peux aussi border du raffia. Quand je les reçois à l'état brut, je les travaille, on les brosse, on fait la couleur, on découpe et après on borde toutes les robes de couture avec. Et ça a une aisance très aérien. En même temps, quand les mannequins passent, ça fait un peu de musique, donc ça chante un peu, j'adore ça. Et il y a mon mari est capable, c'est une espèce de tissu teinté à la main que les femmes faisaient à l'époque. Et comme c'était long et cher à faire, donc quand on voyait une femme avec sur le dos, on savait que le mari avait les moyens. Il y a les voiles de coton, il y a tout un tas de trucs. Au côté du Ghana, on a les kente du Ghana, il y a aussi les kente en Côte d'Ivoire, il y a les kita, il y a les faso d'Anfani de Burkina Faso, on a les adirets du Nigeria, il y en a. Et alors, est-ce que vous prenez des artisans camerounais pour réaliser vos collections? Je travaille avec pas mal d'artisans dans différents pays. Au Ghana, j'ai des gens avec qui je travaille au Ghana pour tisser les kente. Mais le grand problème qu'on raconte souvent, c'est que pour la filature du coton, l'Afrique a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'on fait du coton, on ne sait pas le transformer, donc ça part ailleurs et quand ça revient, ça devient très cher. Donc ce qui fait que sur place, quand j'ai cherché du beau fil, j'ai milité aussi pour ne pas polluer davantage. Donc les fils, les beaux vêtements qui ne polluent pas, je veux dire. Et ça, c'est pas évident. Par exemple, au Cameroun, ou dans certains pays, le coton existe, mais c'est pas transformé sur place. On l'amène et quand ça revient, c'est trop cher. Donc sur place, pour avoir du beau fil, parfois, quand on le présente, tu fais des commandes. Quand tu reviens, tu trouves des fils, mais c'est du polyester. Donc, parfois, ça ne marche pas. Ce n'est même pas des couleurs qu'on a commandées. Donc, ce que je fais, parfois, je me rends sur place. J'essaie de faire tout un travail avec les artisans avec qui je bosse. Je les explique aussi la qualité, ce que je veux obtenir à la fin. Il faut que ça soit bien tissé, le grammage de tissage, les couleurs, tout ça, de rendre leur travail assez luxueux. Mais vos ateliers sont où? Ils sont en Afrique ou ils sont à Paris? J'ai mon atelier à Paris. Votre atelier est à Paris. Donc, vous faites faire le départ de la robe, de la tenue avec des tissus africains que vous faites venir ensuite en France. Expliquez-moi un petit peu le cheminement de vos fabrications. Donc, quand j'ai eu une idée, donc je cherche la personne qui peut me réaliser le tissu ou les teintures. Donc, j'ai fait ma panoplie de couleurs avec les images et tous les dessins. Je montre à la personne et puis je vais avoir une espèce de discussion avec la personne. On va faire des essais, des échantillons. Donc, ça marche aussi par la poste et des DHL. Donc, il y a beaucoup d'allées. On envoie des trucs, ça revient. Si ça va, on commence à travailler. Donc, c'est beaucoup de démarches. Et après aussi, les gens ne comprennent pas tout de suite ce qu'on a besoin d'obtenir. Et là, ça peut être compliqué. Et c'est souvent mieux, le premier contact, je me rends sur place pour connaître aussi la personne. C'est parler avec la personne de vive voix pour que je puisse capter l'âme de la personne et qu'elle puisse aussi capter quelque chose en moi, qu'on soit dans la même longueur. C'est important. Et ces tissus-là, quand je commence à travailler, donc je les mixe avec les tissus européens, que ce soit la soie, les dentelles, tout un tas de trucs qu'on peut imaginer. Donc c'est vraiment des mix. Pour montrer aussi que les tissus africains peuvent... ils ont leur place dans le luxe. Bien sûr. On peut bien les couper. Et justement, dans le luxe, vous avez habillé plusieurs stars, plusieurs célébrités. Vous pouvez nous en citer quelques-unes et peut-être des anecdotes de rencontres. Alors, j'ai habillé pas mal. Hein. Isabelle Carré. Actrice française. Française, très connue, une très bonne personne. Comment elle est arrivée jusqu'à vous? Comment vous êtes arrivé jusqu'à elle? Alors, ça s'est passé par mon agent, mon RP Presse. Et elle devait aller au Mozart, elle devait présenter les Mozart. Les Césars? Les Césars, pardon. Les Mozart et César. Ça se ressemble, hein? C'est deux cousins. Dans les Césars, et puis elle a demandé à me voir, elle est venue me voir. Et quand elle était arrivée, elle était avec sa fille, tout ça. Et tout de suite, parfois, quand on raconte certaines personnes, le courant passe tout de suite. Donc ça s'est très bien passé, on s'est changé des coordonnées, donc on s'appelle, tout ça. Elle a essayé les deux robes, elle a porté les deux robes pour les Césars. Donc voilà. Ça, c'est une première fierté. Oui. J'ai habillé Angélique Kidjo en ce moment. Comment vous l'avez rencontrée? C'est une super chanteuse. Elle a envoyé quelqu'un pour me dire qu'elle a demandé pour l'album qu'elle vient de sortir avec pas mal, elle a fait pas mal de duos avec plusieurs artistes différents.
Donc elle a voulu se reloquer un petit coup de côté très jeune, très fun. Donc elle a dit, cherchez-moi ce type. C'est comme ça que ça s'est passé. Elle est arrivée à mon atelier. Et pareil, nous sommes devenus des amis, tout ça. J'ai habillé Zendaya. J'ai habillé... je pourrais dire qu'il y en a parfois, les noms m'échappent. Pretty Yende, qui est chanteuse d'opéra. Elle vient d'Afrique du Sud. Donc la liste est longue. Alors aujourd'hui, pour certains, la haute couture, c'est destiné surtout à habiller les femmes fortunées, mais pas que, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Florent Julienne. La haute couture est une appellation exclusivement parisienne dont s'enorgueillissent les couturiers qui en sont membres. C'est le cas de Stéphane Roland, qui défend cette idée de pièce unique, entièrement réalisée à la main, demandant jusqu'à 400 heures de travail et plusieurs essayages. La haute couture sert une femme éduquée à l'excellence et prise du savoir-faire des artisans français. Ainsi, un souffleur de verre a reproduit des pierres précieuses dans de gigantesques parures en cristal. Un rêve de splendeur inaccessible, même pour la riche clientèle arabe. La haute couture, c'est l'imagination au pouvoir. La haute couture confère à une marque une signature française et un rayonnement international sans la priver de son essence. En l'occurrence, le goût de la beauté, celui du geste qui exprime une pensée à travers des silhouettes fluides. Elles épousent le corps, tout comme la poésie embrase l'âme. La couture, c'est la liberté. Pour les créateurs de la griffe On aura tout vu, la couture permet avant tout de s'émanciper du système. Leur anticonformisme est une approche décomplexée et expérimentale. Ils n'ont peur de rien. Pour traduire une époque où chacun puise des forces insoupçonnables pour ne pas se faire emprisonner, ils ont choisi le thème des super-héros. Oui, des super-héros, car ils revendiquent une place pour l'homme dans le calendrier de la haute couture, à l'heure où il n'y figure qu'à de rares exceptions. La couture sert de laboratoire de tendance. Ici, le temps est infini. À l'inverse d'un prêt-à-porter éreinté, soumis aux contraintes de l'industrialisation de masse, l'argent n'est plus un guide. La couture est un flambeau. Elle invite à se mettre à nu, tel un ultime sursaut face à un monde qui se masque et étouffe. La haute couture sert la créativité. Elle permet d'inventer de nouvelles méthodes, de nouvelles constructions. Pour la maison Pierre Cardin, c'est une contribution à l'art. Sur les 150 pièces qui ont défilé en l'hommage du créateur décédé, 12 étaient de la pure haute couture. Mais Cardin voulait que sa mode soit accessible. Il imaginait qu'un jour, nous voyagerions tous dans l'espace. Un voyage hors du temps pour une destination inconnue. Il dessinait des tenues pour ce monde nouveau et souhaitait les décliner à l'infini pour que tout le monde puisse en profiter. Oui, la haute couture est une porte ouverte sur la beauté, la liberté, la créativité. Oui, la haute couture sert pour tout le monde. Alors Iman, qu'est-ce que ça vous inspire ce reportage? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept de la haute couture? Voilà, oui. La haute couture, c'est l'excellence du savoir-faire de la main des hommes. Parce que derrière tout ça, il y a des petites mains, il y a les ateliers, les tissus, les tissages, les broderies, les perles ou les plumages, il y a les coiffeurs. Il y a tout un tas, ça nourrit énormément de monde de la haute couture. Et c'est vraiment le luxe à la nuit. Et ça éduque aussi. Ça éduque. C'est les belles choses.
ça émerveille le monde. Et en même temps, ça s'est démocratisé aussi, parce qu'aujourd'hui, la haute couture aussi est dans la rue. On peut porter un très beau bustier très travaillé avec un jean, basket ou talon. Et puis, parce qu'avant, c'était beaucoup des femmes fortunées. Et je pense que depuis la guerre du Golfe, hein, il y a quelque chose qui s'était cassé aussi. Donc, tout le monde ne pouvait plus acheter comme auparavant. Donc, obligatoirement, ça s'est démocratisé un tout petit peu. Donc, on trouve la haute couture dans la rue aussi. Certaines personnes qui l'osent, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas donné à tout le monde. Vous dire Paris, par exemple, on ose moins qu'à Londres ou aux États-Unis Paris est très conservateur. Il y a des raisons pour ça. Les Londoniens sont assez curieux. Et je pense que les choses sont là, et puis chaque chose a son temps, et puis c'est qu'ils ont les moyens, où on va aussi voir, par exemple, certaines femmes ou hommes, même s'ils ne sont pas très riches, si on se décide d'acheter une veste chez Lanvin, pour se faire plaisir, si on travaille, on va mettre un peu de côté et acheter la pièce. Il y en a qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, y compris les sacs de luxe. D'accord. Alors, quelles ont été vos muses dans la couture? Alors, Katusha, ça a été, paix à son âme, ça a été quelqu'un... Vous l'avez connue? Oui, on était très proches, quelqu'un de très important pour moi. Et elle a toujours souhaité de me voir comme directeur artistique dans une maison. Mais aujourd'hui, je lui dis, Katusha, regarde ce que tu es avec moi. Je n'ai pas pu entrer comme directeur artistique dans une maison, mais je suis entré dans le calendrier officiel avec mon petit nom. Donc je crois qu'elle doit être très fière de moi. Et aujourd'hui, quel modèle, quel mannequin vous rêveriez d'avoir en défilé? Je ne pourrais pas dire de nom, il y en a tellement. Il y en a tellement des sublimes qui arrivent tous les saisons. Il y en a. Donc, et cette année, quel est votre préféré? J'aime bien, comment elle s'appelle, la soudanaise qu'on a vue dans les dernières collections de Karl Lagerfeld. Elle est soudanaise, mais le nom m'échappe. Il y en a pas mal. Et de quel créateur vous vous êtes inspiré pour conceptualiser vos créations? Inspiré, je ne sais pas, on s'inspire toujours de quelque chose. Bien sûr. Mes inspirations, c'est l'Afrique, c'est les voyages, ça peut partir d'une histoire, d'un objet, d'une personne aussi. Les créateurs de maisons de couture qui m'ont attiré, qui m'ont fait rêver, Saint-Laurent. Pourquoi? Pour quelle raison vous aimez Saint-Laurent? Saint-Laurent? J'aimais bien Saint-Laurent, le côté vraiment, son smoking. Le smoking parfait sur un corps de femme qui était nickel. Certaines robes ou des drapés, ou aussi il y avait un côté minimaliste aussi et sobre, bien coupé. Et aussi, dans tous ces défilés, il y avait la beauté noire, même les cabines des femmes noires, qui étaient la plupart des muses, et pas des simples mannequins, et qui devenaient de vraies personnalités. Et ça a été le premier qui a osé ça? Non, celui qui a osé mettre les mannequins noirs sur le podium, c'était Paco Rabanne. C'est Paco Rabanne, c'était pas facile pour lui pour l'époque, hein, mais c'est plus. Et puis les autres, ils ont pris le relais, y compris les Sonia Riquet, en a utilisé pas mal de mannequins noirs aussi, et Yves Saint Laurent, Chanel, tout ça. Je crois que Lanvin. Pour dire. Donc les maisons qui m'ont vraiment attiré, il y a Jeanne Lanvin. Et vous trouvez d'ailleurs aujourd'hui que la beauté africaine est assez mise en valeur dans les défilés de haute couture et de couture? Je pense que oui, parce que parfois les gens se disent on ne voit pas assez des Noirs. Depuis 10 ans, on a vu les Noirs dans les sublimes couvertures Vogue, Elle. Dans les pubs Chanel maintenant? Oui, que ce soit... En maquillage, des pubs Chanel? Que ce soit Lia Kebete, Naomi Campbell ou toute la jeune génération, on les voit. On les voit. Et aussi, il faut que les gens... je ne sais pas comment dire ça. Parfois, on en demande un peu trop. C'est-à-dire, on en demande un peu trop, vous voulez dire quoi par là? Ça veut dire, on donne, tu donnes ça, les gens veulent t'arracher la main. Les Noirs, on les voit. Hein, s'ils veulent qu'on les voit plus, hein, il faut aussi... il faut créer, il faut consommer, il faut... parce qu'on ne peut pas faire comme moi, j'ai créé ma société, on veut m'imposer qui prend dans la société. Je crois que c'est plus clair que tout. Et puis, s'il y avait un fonctionnement noir comme toutes les communautés,
Le monde vit par communauté et chaque communauté, il y a l'éducation, il y a la manière qu'on va fonctionner, il y a aussi le côté économique. Ça veut dire pas qu'on s'enferme. Après, on va s'ouvrir pour se mélanger aux autres, mais si on n'a pas nous-mêmes cette force dans notre communauté, pourquoi est-ce qu'on va aller demander du boulot ou jeter la pierre à l'autre? Il faut déjà que nous, on se regroupe. La preuve, regardons la Chine et d'autres communautés comme la communauté juive. C'est des bons exemplaires. Imam Naïssi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On vous souhaite plein de bonnes chances pour la suite et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ce numéro d'Habari dédié à la haute couture est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau thème.